Bienvenue dans l'AI. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant. Les IA qui ne font pas que parler, celles qui agissent, qui planifient, qui prennent des initiatives. Imaginez des assistants capables de gérer des tâches complexes, comme organiser tout un voyage ou piloter un projet. On entend parler d'entreprises comme Uber, LinkedIn, qui utilisent un framework spécifique, LangGraph, pour construire ces agents IA. Et le but, c'est de les rendre plus fiables. Alors, on va regarder ça de plus près. Qu'est-ce que LangGraph a de si spécial? C'est quoi ou juste un système agentique? Quelle est la différence avec un chatbot classique, finalement? Et surtout, la grande question, comment LangGraph essaie de résoudre ce problème de fiabilité? C'est un peu notre mission du jour. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce concept d'IA agentique et de voir où LangGraph se situe là-dedans. On va voir un peu comment il se compare à d'autres outils comme LangChain, son grand frère, on pourrait dire, et surtout comment sa structure à base de graphes, on y reviendra, permet de construire des applications où l'IA, elle prend des décisions, mais de façon contrôlée. On va s'appuyer sur les exemples des sources pour que ce soit concret. Alors pour commencer, faut bien distinguer. Un LLM classique, même avec du RAG, Retrieval Augmented Generation, quand il va chercher des infos dans des documents avant de répondre, Oui, ça, on connaît un peu maintenant. voilà. Mais ça, c'est pas un agent. L'exemple typique, c'est le chatbot RH qui répond sur les congés en lisant les PDF de l'entreprise. Il suit un chemin défini, un workflow, comme dit Anthropic. D'accord, un processus fixe? C'est ça, même s'il va chercher dans une base de données, mettons, le solde de congé précis d'une employée, Moana. Ça reste un workflow, un chatbot augmenté par des outils si on veut. Il applique une recette, question, accès base de données, réponse. Il n'y a pas vraiment de décision autonome là-dedans. Ok. Et l'agent, alors, c'est quoi la différence clé? L'agent, lui, il va plus loin. C'est un système qui est conçu pour atteindre un but, un objectif complexe. Et pour ça, il va planifier, il va raisonner en plusieurs étapes et il va prendre des décisions de manière autonome. L'exemple donné, c'est l'intégration d'un nouveau. Ça implique quoi? Planifier une réunion dans Outlook, créer le profil dans le SIRH, Le système d'information RH, oui. voilà. Commander un ordi via un ticket, bref, ça demande de coordonner plein d'actions et de faire des choix en cours de route. Je vois, c'est plus juste une réponse, c'est une séquence d'actions intelligentes. Exactement. Et pour faire ça, l'agent, il a un LLM au centre, son cerveau, mais il a aussi accès à des outils. L'API d'Outlook, du SIRH, de Slack, peu importe. Et il a accès à des connaissances, des bases de données, des documents. Mais le point crucial, vraiment, c'est l'autonomie contrôlée. L'agent décide de la prochaine étape, oui, mais dans un cadre qu'on a défini. Ah, c'est important ça, pour éviter les dérapages. Exactement. On veut qu'il gère l'intégration, pas qu'il décide de vendre les actions de la boîte. Et LangGraph, justement, il est là pour aider à définir et gérer ce cadre de contrôle. Ah, et juste pour être clair, quand on dit IA agentique, on parle bien de systèmes qui utilisent un ou plusieurs de ces agents. D'accord. Donc des IA qui agissent, qui prennent des initiatives, mais de façon encadrée. Mais comme le soulignent les sources, le gros défi, c'est la fiabilité. On dit parfois un singe avec des outils, ça peut être un peu ça, non? Imprévisible. Bah oui, c'est tout le problème. Il y a une sorte de tension. Plus tu donnes d'autonomie, plus c'est puissant, potentiellement, mais plus c'est dur à contrôler. La fiabilité peut vraiment chuter si on laisse l'agent faire n'importe quoi. C'est logique. Et LangGraph, il a été pensé pour ça. Son but, c'est de fournir une structure qui permet de construire des agents avec pas mal d'autonomie, mais en gardant un contrôle suffisant pour qu'ils restent fiables. Essayez de courber ce graphique autonomie versus fiabilité, si tu veux. D'ailleurs, les sources citent d'autres frameworks. Rapidement, Adjucano, qui serait léger. Oui. Google ADK, très intégré à Google Cloud, est fait pour du multi-agent. LangGraph, lui, il se positionne sur l'expressivité, la personnalisation pour des agents complexes. Sa spécialité, c'est ce qu'on appelle l'orchestration basée sur des graphes avec état. Bon, c'est un peu technique. Oui, explique un peu. En gros, il utilise une structure de graphe pour gérer des processus en plusieurs étapes. Et surtout, il garde en mémoire l'état de la tâche, ce qui s'est passé avant. Ça permet la mémoire, le streaming et même de faire intervenir un humain si besoin. Ok, ce concept de graphe revient souvent. Mais avant d'aller plus loin, beaucoup connaissent LangChain. C'est quoi la différence au fond? Quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre? Bonne question. LangChain, c'est top pour construire des séquences assez linéaires, des chaînes, comme son nom l'indique. Exemple, extraire data, nettoyer, LLM résume, formater sortie. Un pipeline, quoi.
Voilà, un pipeline parfait pour des chatbots simples, du RAG basique ou un outil appelé de façon prévisible. La gestion de l'état, la mémoire de ce qui s'est passé, elle est souvent limitée, voire absente. LangGraph, c'est fait pour les scénarios plus dynamiques, ceux où c'est l'ELM qui doit décider de la suite. Est-ce que j'appelle l'outil A ou l'outil B? Est-ce que je dois redemander une info, revenir en arrière? Ah, donc pas linéaire du tout. Non, la structure en graphe permet justement ces chemins non linéaires, ces boucles. Et surtout, LangGraph est stateful, il maintient un état complet de la tâche qui est passé et mis à jour à chaque étape. C'est ça qui le rend bon pour les tâches complexes comme l'intégration de l'employé. Plein d'étapes qui dépendent des précédentes, besoin de boucles, etc. D'accord. Donc LangChain pour le linéaire, LangGraph pour le dynamique, le décisionnel, avec une vraie mémoire d'état. C'est plus clair. Alors revenons à ces graphes et cet état dans LangGraph. Un graphe, c'est comme une carte de métro, avec des stations et des lignes. C'est une bonne image, oui. Les stations, ce sont les nœuds, les étapes de travail. Et les lignes de métro, ce sont les arêtes, les liens, les transitions possibles entre étapes. Et l'avantage du graphe sur une simple liste, c'est qu'on peut avoir des boucles, revenir à une station, ou des embranchements, plusieurs lignes qui partent d'une station. OK. Et l'état, le state, c'est l'information qui voyage sur ces lignes. Le passager, avec ses bagages. Exactement. C'est un objet, souvent un dictionnaire Python ou une classe, qui contient toutes les infos importantes à un moment donné, les données de départ, les résultats des étapes précédentes, etc. Chaque nœud, chaque fonction, reçoit l'état actuel, l'utilise, peut le modifier et le passe au nœud suivant selon les arêtes du graphe. C'est vraiment le cœur de la gestion de la mémoire et du contexte dans LangGraph. Les sources donnent un exemple simple avec un calcul de portefeuille, c'est ça? Oui, Sans entrer dans le code, l'idée c'est de définir un état avec le montant de départ, oui. puis des nœuds qui sont des fonctions, une pour calculer un rendement, une autre pour convertir en devise. Et on relie les nœuds. Départ, moins calcul, moins conversion, moins fin. C'est ça. On lance le graphe avec l'état initial, le montant, et l'état final contient tous les calculs faits en chemin. Ça montre la base d'IA, définir l'état, les étapes, nœuds, et le flux, arrête. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand le flux n'est plus juste une ligne droite. Imaginons qu'on veuille convertir soit en roupies, soit en euros selon une préférence indiquée au départ. Ah oui, comment on fait ça? C'est là qu'interviennent les arêtes conditionnelles. Au lieu de dire « après le calcul, va toujours vers la conversion INR », on dit « après le calcul, regarde la devise cible dans l'état ». Si c'est INR, va au nœud « convertir INR ». Si c'est EUR, va au nœud « convertir euro » qu'on aura ajouté. Dans LangGraph, on utilise une fonction spéciale Add Conditional Edges, avec une petite fonction qui lit l'état et dit « ok, le prochain nœud, c'est celui-là ». Donc le graphe choisit son chemin tout seul, en fonction des données qu'il transporte dans l'état. Malin. Voilà. C'est ça qui permet d'introduire de la logique et qui ouvre la porte aux décisions prises par le LLM. Ok, je vois mieux le principe. Maintenant, comment on applique ça pour faire un chatbot qui se souvient de la conversation? Un truc de base. Alors, pour l'état du chatbot, les sources montrent une astuce sympa. Message state avec annotated list, add messages. Ce add messages, c'est une fonction fournie par LangGraph. D'accord. Elle gère l'historique automatiquement. Chaque nouveau message, de l'humain ou de l'IA, est ajouté à la liste des messages dans l'état. On n'a pas besoin de coder nous-mêmes cette logique d'accumulation. C'est pratique. Le nœud principal, c'est une fonction qui prend cet état, la liste des messages, qui appelle le LLM avec tout cet historique et qui retourne la réponse du LLM. Et hop, grâce à addMessage, cette réponse est ajoutée à l'état. Au début, le graphe est super simple, départ, nœud chatbot, fin. Mais l'état, lui, il garde toute la conversation. Ah oui, c'est élégant pour la mémoire simple. Mais on voit vite la limite. Si je lui demande le prix d'une action, il est bloqué, il ne sait pas. Comment on le branche au monde réel? Avec les outils, on définit une fonction Python simple, par exemple getStockTrice, qui sait comment obtenir un prix, même un prix bidon pour l'exemple. On met un petit décorateur @tool dessus, et surtout, on dit au LLM « Tiens, regarde, tu as cet outil à ta disposition ». Ça se fait avec llm.bindTools. Ok, le LLM est au courant qu'il peut utiliser ça. Voilà. Ensuite, on modifie le graph LangGraph. On ajoute un nœud spécial, le toolNode. Lui, il sait comment exécuter les appels d'outils que le LLM pourrait demander. Et l'arête chatbot node -fin, on la remplace par une arête conditionnelle.
Cette condition, elle utilise une fonction toolsCondition, fournie aussi par LangGraph, qui analyse la réponse du LLM. Si le LLM a demandé un outil, genre appel getStockPrice pour Amazon, la condition dit tools, et le graphe se dirige vers le toolNode. Si le LLM a répondu normalement, sans outil, la condition dit end, et le graphe s'arrête. Et bien sûr, il faut dire au toolNode où aller après avoir exécuté l'outil. D'accord. Et ça marche? Si je demande le prix d'Amazon, il appelle l'outil, et si je pose une question générale, il répond direct? C'est exactement ça que montrent les exemples. Question sur Amazon. LLM génère un appel d'outil. toolNode exécute, on voit le résultat dans l'état. Question sur la relativité, LLM répond directement. Fin. Le routage des dynamiques. Pas mal. Mais il y a un truc qui me chiffonne encore. Dis-moi. Si je lui demande « Je veux acheter 20 actions Amazon et 15 actions Microsoft », ça fait combien en tout? Les sources montrent qu'il demande bien les deux prix, les outils les donnent, mais c'est tout. Il ne fait pas l'addition finale. Il me donne juste les deux prix séparément. Ah, tu mets le doigt sur la différence essentielle entre un chatbot qui peut utiliser des outils et un agent qui utilise les outils pour raisonner et atteindre un objectif. Il manque une boucle, c'est ça? C'est exactement ça. Il manque une boucle de raisonnement. Et pour la créer dans LangGraph, la modification est étonnamment simple. On ajoute juste une arête. Une arête qui part du toolNode et qui retourne vers le chatbot node. C'est tout. Attends, juste ça. Une flèche en retour et ça change tout? Ça change tout. Reprenons ton exemple avec cette nouvelle arête. 1. Question. Combien pour 20 AMZN plus 15 MSFT? Le chatbot LLM dit « Ok, il me faut le prix des MZN ». Il génère l'appel d'outils. 1. Question. 2. La condition renvoie tools. On va au toolNode. L'outil getStockPrice AMZN est appelé. 1. Question. 3. Le toolNode a le résultat, disons $150. Et maintenant, grâce à notre nouvelle arête, il renvoie ce résultat au chatbot node. Ah, retour à la case départ, mais avec une info en plus. Exactement. 4. Le chatbot LLM reçoit l'état mis à jour avec le prix d'Amazon. Il voit la question initiale et se dit « Ok, j'ai Amazon, mais il me manque Microsoft ». Donc, il génère un nouvel appel d'outils pour MSFT. 4. Le chatbot LLM reçoit l'état mis à jour avec le prix d'Amazon. Il voit la question initiale et se dit « 5. Condition, toolNode ». L'outil getStockPrice MSFT est appelé, disons, $100. 4. Le chatbot LLM reçoit l'état mis à jour avec le prix d'Amazon. Il voit la question initiale et se dit « 6. Le toolNode a le résultat et le renvoie au chatbot node. D'accord. 7. Le chatbot LLM reçoit l'état avec les deux prix. Maintenant, il a toutes les infos. Il peut enfin faire le calcul 2150 plus 1510 égale $14 500 et générer la réponse finale consolidée. 8. Comme il a répondu à la question et n'a plus besoin d'outils, sa réponse ne contient pas d'appel d'outils. La condition renvoie EEND. Fin. Ah ouais? C'est cette boucle toolNode chatbot node qui permet au LLM d'itérer, d'utiliser le résultat d'un outil pour décider de la prochaine action jusqu'à ce qu'il ait tout ce qu'il faut. C'est ça l'IA agentique en action. Précisément. C'est là qu'on voit que LangGraph, avec cette structure cyclique, transforme le LLM. Il n'est plus juste un exécutant, il devient un planificateur qui peut réévaluer la situation après chaque étape. C'est ce passage de la chaîne linéaire à la boucle de raisonnement qui permet d'automatiser des tâches bien plus complexes. Bien sûr, pour que ça tienne la route sur des conversations longues ou des processus avec plein d'étapes, il faut gérer la mémoire correctement. Une simple liste Python dans le code, ça ne suffit plus. Oui, ça risque de devenir lourd ou de tout perdre si ça plante. Exactement. C'est là qu'interviennent les checkpointers de LangGraph. L'idée, c'est de sauvegarder l'état complet du graphe. Tous les messages, les résultats intermédiaires, de façon persistante. Par exemple, dans une base de données SQLite ou Postgres, peu importe. On configure ça au moment de la compilation du graphe en lui passant ce qu'on appelle un memory saver. Et ensuite, chaque conversation, chaque exécution du graphe est associée à un identifiant unique, le thread ID. LangGraph utilise cet ID pour sauvegarder et recharger automatiquement le bon état à chaque étape. Donc si mon processus d'intégration d'employés plante au milieu après 15 étapes, je peux le relancer avec le même thread ID et il reprendra exactement là où il s'était arrêté. C'est exactement ça. C'est super important pour la fiabilité des agents qui peuvent tourner longtemps. Et ça permet aussi de gérer plusieurs conversations en parallèle avec le même graphe, chacune avec son thread ID et son historique persistant. Très bien. Et pour la production éco ? Comment on surveille ce qui se passe? Comment on sait si l'agent fait bien son boulot, s'il ne coûte pas une fortune en appel d'API au LLM?
Bonne question. Là, c'est l'écosystème autour de LangGraph qui entre en jeu, notamment Langsmith. C'est une plateforme d'observabilité, de monitoring. En ajoutant quelques configurations simples, des clés API, des variables d'environnement et un petit décorateur @traceable dans le code qui appelle le graphe, Hop, ça s'active. voilà. Toutes les étapes de l'exécution du graphe, les appels au LLM, les appels aux outils, le contenu de l'état à chaque pas, les temps de réponse, les coûts en tokens, tout ça est envoyé à Langsmith. Et là, on a une interface pour visualiser, débugger, analyser les performances, vérifier ce que font les agents. C'est quasi indispensable pour déployer ça sérieusement. Ok, donc on a la structure pour l'autonomie, avec les graphes et les cycles, la mémoire persistante avec les checkpointers et la surveillance avec Langsmith. Mais quid du contrôle humain? Si l'agent doit faire une action critique, comme acheter des actions pour de vrai, on aimerait peut-être valider avant, non? Absolument. C'est le fameux « human in the loop », l'humain dans la boucle. Et oui, LangGraph a prévu un mécanisme pour ça, l'interruption. On peut créer un outil spécifique pour l'action critique, par exemple Confirm Purchase. Mais à l'intérieur de cet outil, au lieu de faire l'achat direct, on appelle une fonction spéciale Interrupt de LangGraph. Et ça fait quoi, interrupt? Ça met l'exécution du graphe en pause, tout simplement. Le code qui a appelé le graphe reçoit alors un état spécial qui indique « Attention, je suis en pause, j'attends une instruction ». Ce code peut alors interagir avec un utilisateur humain, afficher un message « Voulez-vous acheter 200 actions Amazon pour 3000 $? Oui, non » et récupérer la réponse. Une fois qu'il a la réponse, disons « oui », il relance le graphe en lui passant cette décision. L'exécution reprend au niveau de l'outil Confirm Purchase, qui reçoit le oui et peut alors déclencher l'achat réel. Si c'était non, il annule. Ah, c'est super intéressant ça. Ça permet de laisser l'agent faire tout le travail préparatoire, mais de garder la main pour la décision finale critique. C'est essentiel pour la confiance, j'imagine. C'est crucial pour les actions à fort impact. Ça permet de construire des agents puissants mais sécurisés. Mais est-ce que ça ne rend pas le code autour du graphe plus compliqué à gérer? Il faut prévoir cette logique de pause, d'interaction, de reprise. Tu as raison, ça ajoute une couche de complexité applicative. LangGraph fournit le mécanisme de pause-reprise dans le graphe lui-même, mais l'orchestration de l'interaction avec l'humain, comment poser la question, comment récupérer la réponse, gérer les time-out peut-être, ça reste du côté du développeur qui utilise LangGraph. C'est un équilibre à trouver. Il ne faut pas mettre des points de validation partout, sinon on perd l'intérêt de l'automatisation, mais pour les étapes clés, oui, cette complexité additionnelle est souvent le prix à payer pour la sécurité et le contrôle. Donc pour résumer un peu tout ça, ce qu'on a vu, c'est que LangGraph propose vraiment une approche structurée pour bâtir ces fameuses IA agentiques. Grâce au graphe d'état, il permet de créer des systèmes capables de raisonner sur plusieurs étapes, d'utiliser dynamiquement des outils, de gérer une mémoire sur le long terme. Et surtout, il intègre des mécanismes importants pour la fiabilité et le contrôle, que ce soit les checkpointers pour la robustesse ou l'interruption pour l'intervention humaine. C'est une boîte à outils assez complète pour aller plus loin que les chatbots traditionnels. Et pour nous tous, ça veut dire qu'on se rapproche de systèmes capables d'automatiser des tâches de plus en plus complexes, de façon plus intelligente, plus autonome, mais tout en restant sous un certain contrôle. Que ce soit pour nos assistants personnels qui deviendraient plus proactifs ou pour des outils professionnels capables de gérer des processus entiers dans une entreprise. Ça ouvre pas mal de perspectives. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à la question finale, une réflexion pour conclure. Maintenant qu'on a ces outils comme LangGraph pour construire des agents qui planifient, raisonnent, agissent avec une autonomie qu'on peut contrôler, jusqu'où on va aller? Quelle est la prochaine frontière dans cet équilibre entre l'autonomie qu'on délègue à l'IA et notre besoin en tant qu'humain de garder le contrôle, d'assurer la sécurité, l'alignement avec nos objectifs? Comment ces frameworks vont évoluer pour nous aider à naviguer sur cette ligne, qui est forcément mouvante? C'est sans doute un des grands défis, mais aussi une des grandes questions passionnantes pour l'avenir de ces technologies.